Bien. Donc maintenant, il y a la cérémonie d'introduction des nouveaux membres. Et je vais appeler M. Philippe Couillard, qui va m'aider à présenter les membres correspondants. Pour les correspondants, je vais les appeler par ordre alphabétique. Anne-Marie va vous recevoir sur là. Une fois que je vous ai appelé, vous montez, vous venez, vous montez, vous recevez les salutations de la présidente. Moi, je ne fais que vous présenter. Voilà. Alors, je vais essayer d'être rapide parce que vous êtes nombreux. Alors, par ordre alphabétique, c'est mieux parce que vous pouvez préparer votre venue et vous lever le plus rapidement possible. Je commencerai par Antonio Abad, qui est espagnol. Antonio Abad a obtenu son diplôme d'ingénieur à l'Université Polytechnique de Madrid en 1989. Il y a fait ensuite une thèse obtenue en 1997 et il a complété cette formation par un diplôme de management à la Business School de Navarre en 2002. Cependant, il était déjà entré chez Hispasat Group depuis 1991. Hispasat opère des satellites de télécommunications sur l'Espagne et possède des filiales aux Canaries et au Brésil. Ayant mis en place plus de 10 satellites, cela lui a permis d'avoir des échanges avec les industriels fabricants de satellites du monde entier et les concepteurs de lanceurs. Sans oublier bien sûr les agences, l'Agence spatiale européenne, les agences nationales comme le CNES, le DLR ou le CDTI. Il est actuellement membre du Hispasat Group Management et appartient au conseil d'administration de Prospatio, l'association espagnole des industries du spatial. Dynamique et apprécié par tous ses collègues, il apportera à l'Académie sa compétence. Bienvenue en section 2. J'appelle Patrick Audouin. Le voilà qui arrive. Docteur de l'histoire de l'art, diplômé de l'Université de Paris-Sorbonne, il a également un diplôme de l'Institut de l'audiovisuel pour être concepteur-réalisateur. Après des travaux sur l'audiovisuel à Tel France et au Centre international des étudiants et des stagiaires, il entre au service historique de l'armée de l'air en 1982 et réalise en tant que responsable de la division audiovisuelle des diaporamas et des vidéos pour l'armée de l'air. Il commence à cette époque à collecter des témoignages oraux sur le terrain pendant la première guerre du Golfe. En 2005, il passe au service historique de la Défense où il reste jusqu'en 2013. Il a participé à des ouvrages sur le Fouga Magistère et sur le Mirage 3. Il faut noter qu'il a reçu le prix de l'Aéroclub de France pour un montage réalisé sur Clément Ader. Bienvenue en section 5 pour enrichir l'équipe qui recueille le témoignage. Jean-Bernard Curet, français, diplômé de l'École centrale de Paris, option air et espace. En 1978, il entre en 1979 chez Matra, où il devient responsable des missiles de croisière, puis plus particulièrement à partir de 1993, responsable de l'intégration des missiles Magic 2 et Mika-EM sur Mirage 2000-5 et Rafale F1. Après la création de MBDA en 2001, il devient directeur des études amont pour MBDA France, puis directeur des programmes de défense anti-aérien, naval et terrestre, toujours pour MBDA France. Depuis 2012, il est directeur de la stratégie de produit et secrétaire général du comité stratégique pour le groupe. Il propose la politique produit pour l'ensemble, ainsi que les investissements en recherche et développement et les politiques industrielles. Jean-Bernard Curet va devenir le monsieur missile de notre académie. Bienvenue en section 2. L'Ange des Marais. Pour beaucoup d'entre nous, l'Ange des Marais est Madame Hélicoptère. Après M. Missile, Madame Hélicoptère. Membre des comités internationaux comme celui de la CEAS et celui de l'European Rotorcraft Forum. L'hélicoptère a tenu une grande importance dans sa carrière. Après son diplôme à l'EPF, obtenue en 1977, elle a commencé à la direction des recherches et des services techniques de la DGA.
dont elle deviendra le chef de la division hélicoptère en 1997. En 2001, elle passera à la direction de la coopération des affaires internationales de la DGA, chargée d'affaires dans le domaine aéronautique, poursuivant entre autres les problèmes de restructuration. En 2004, elle devient adjointe aux affaires internationales du directeur des services des programmes aéronautiques de la DGA, suivant plus particulièrement la coopération sur le NH90, le Tigre. Elle entre en 2004 à l'ONERA, retrouvant la recherche où elle finira sa carrière comme directrice des programmes hélicoptères de l'Office. Bienvenue en section 2 pour accroître le plan des hélicoptéristes au sein de l'Académie. Alors Philippe Forestier, je crois qu'il n'est pas là, français, beaucoup d'entre vous le connaissent. Il est entré chez Dassault en 1975 et a participé à la création du logiciel CATIA. Il est ainsi devenu un des fondateurs de Dassault Systèmes et transforme la start-up initiale en leader mondial du domaine. Il est un ingénieur innovant sur le plan technique, doté de grandes qualités humaines, sachant de plus transmettre son enthousiasme pour les univers virtuels. Il s'est déjà impliqué dans les travaux de l'Académie au sein des entretiens de Toulouse comme responsable de domaine. Il possède un réseau relationnel très étendu grâce au poste de DGA qu'il a occupé au sein de Dassault Systèmes, ce qui nous permettra d'accroître le rayonnement européen de l'Académie. Nous sommes heureux de l'accueillir au sein de la section 2. Xavier Front, diplômé de l'école polytechnique et de l'ENAC en 1980, il effectue durant ses stages un stage aux États-Unis à la MITRE, j'ai bien compris, Corporation McLean, établissement chargé de la sécurité. Il entre ensuite à la DGAC où il travaille sur l'anticollision, la surveillance. Il devient chef de la division radar. Il passe ensuite à Eurocontrol en 1994 où il travaille dans le domaine de la R&D dont il deviendra le chef de division. Il devient ensuite chef de l'unité Performance Review, puis coordinateur depuis 2014 de la performance dans la navigation aérienne. Ce parcours fait de lui un grand spécialiste du contrôle aérien, connaissant bien les cultures différentes des pays européens ainsi que celles des États-Unis. Il retrouvera à l'Académie d'autres spécialistes du contrôle aérien, connaissant bien Eurocontrol. Bienvenue à l'Académie. Didier Fussen, Belgique. Diplômé de l'Université de Louvain en 1983, Didier Fussen commence sa carrière comme assistant dans cette université en 1979 pour passer ensuite à l'Institut Aéronomie Spatiale de Belgique. En 1988, il est actuellement chef du département radiation solaire et membre des instances scientifiques et managériales de cet institut. Après avoir travaillé sur l'échange de charges entre protons et atomes neutres, problème important de l'interaction héliosphère-milieu interstellaire, il est devenu un spécialiste mondialement reconnu de la physique atmosphérique. Il a participé à plusieurs expériences embarquées sur les satellites de l'ESA, comme Eureka, Gomos et Ambisat. Il est un spécialiste de l'analyse de l'atmosphère par visée au limbe et par occultation, promoteur du projet Altius, d'études de l'atmosphère terrestre dans ce domaine. Il en est devenu le responsable scientifique dans la catégorie Earthwatch de l'ESA. Scientifique reconnu par de nombreuses publications et citations, il pourra échanger avec ses collègues au sein de la section 1. Laurence Hubert-Moir est depuis ses débuts en 1989 enseignante à l'université de Rennes 2, où elle occupe maintenant le poste de professeur. Est-ce qu'il y a trop vite? Ça va? Tu suis? Elle est également directrice adjointe de l'Observatoire des sciences de l'univers et directrice du département de géographie, car la géographie est sa spécialité et c'est la première fois que nous accueillons une géographe à l'Académie. Nous le devons au fait qu'elle est devenue une grande spécialiste de la télédétection spatiale et ses recherches portent sur l'analyse et la modélisation des images. L'utilisation des images Landsat lui ont permis d'étudier les changements d'occupation sur Terre, l'utilisation des sols ou les eaux humides. Elle a participé à la définition des satellites d'observation comme le satellite Sentinelle-2 de l'ESA, dont les deux premiers exemplaires ont été mis en orbite en 2015 et 2017.
mais surtout Laurence Hubert-Moi est depuis 2013 présidente du comité TOSCA du CNES. TOSCA, ça veut dire Terre, Océan, Surface continentale, Atmosphère. Bienvenue dans la section 1. J'appelle Carl Ludwig Klein. Alors, comme son nom ne l'indique pas, il est français. On dira qu'il est un académicien européen, car ayant fait ses études en physique à l'université de Bonn, il sort docteur en 84 et la même année, boursier de l'ESA, il travaille à l'Observatoire de Paris, site de Meudon. En 1987, il devient toujours à l'Observatoire de Paris astronome adjoint et il obtient le titre très envié d'astronome en 2005. Radioastronome et grand spécialiste du Soleil, il étudie les électrons énergétiques dans la couronne solaire, les élections de masse ou les particules de haute énergie dans l'espace interplanétaire. Il est président du Conseil scientifique national Soleil-Terre du CNRS, responsable scientifique de l'héliographe de Nancy, ainsi que de nombreux programmes européens et de comités d'organisation. Il a déjà aidé l'Académie dans l'un de ses domaines de compétences, qui est la météo de l'espace, car il a contribué à monter le colloque de l'Académie Aviation et météo de l'espace. Bienvenue en section 1. Claes Martensson. Alors, Claes Martensson est un Européen, lui aussi, même si né en Suède, il a vécu en Suède, bien sûr, mais également en Norvège, en Grande-Bretagne et en Belgique. Diplômé de l'Institut royal de technologie de Stockholm, il a complété ses études par une thèse à l'université de Sydney sur le traitement des eaux usées. Sa carrière s'est déroulée sur l'évaluation des risques, leur management et les conséquences pour les assurances. Commençant à Londres puis au Canada sur les problèmes de risque, il revient en Suède dans les téléphones chez Ericsson de 89 à 92, plus particulièrement sur le thème des risques et de leur contrôle. Puis de 1998 à 2004, il travaille chez GKN, un fabricant de composants pour l'automobile et l'aéronautique, au Royaume-Uni, où il sera manager du groupe risque et chef de l'équipe sur la prévention des risques. Ensuite, il passe de 2004 à 2013 chez Solvay à Bruxelles, où il est responsable du management des risques et des assurances. En 2004, il fonde comme directeur une société de consultance dans la ville de Shakespeare, Stratford-sur-Avon, consacrée au management des risques et aux assurances. Depuis 2014, il traite ses problèmes en tant que directeur chez Inmarsat. Bienvenue à la section 4, où il trouvera des spécialistes et lui donnera l'occasion peut-être de découvrir des régions européennes plus latines. Manfred Mohr, Allemagne. Il fait des études d'ingénieur et obtient un diplôme pour l'aviation civile avec des stages entre autres chez Airbus et Rolls-Royce. En 1988, il entre dans le groupe Lufthansa où il exerce différents postes, dont chef instructeur. En 1998, il devient responsable adjoint de la gestion de la flotte et en 2003, chef de la plateforme d'enseignement des équipes sur les avions Airbus. En 2008, il est porte-parole pour Lufthansa au sein des compagnies européennes aériennes de Bruxelles, puis il entre en 2014 à l'International Air Transport Association, IATA, comme adjoint au directeur du département de la sécurité, des opérations et César 2020. Bienvenue à la section 4. Katalin Nair. Je ne sais pas si je prononce bien. Roumaine. Master en mathématiques, Katalin Nair a surtout suivi un cursus aéronautique à l'Université Polytechnique de Bucarest, où il a obtenu son diplôme de PhD. Après un postdoc à l'Université de Glasgow et un début de carrière universitaire, il intègre en 1990 l'Institut national de recherche aérospatiale de Roumanie, l'INCAS. Il y dirige le département de mécanique des fluides, puis les souffleries, avant d'en devenir le PDG en 2007, poste qu'il occupe toujours aujourd'hui. Il est également membre du board de l'Agence spatiale roumaine depuis 2008. Très impliqué dans les programmes de recherche européens, il est membre du conseil ACARE et du conseil d'administration de Clean Sky, dont il a été vice-président de 2011 à 2013. Il est actuellement le président de l'EREA, vous savez, cette association européenne des établissements de recherche aéronautique, à
avec le DLR, l'ONERA, etc. Il reste ainsi un acteur de premier plan dans la recherche européenne. Bienvenue à la section 2. Michel Prat, il est là. Ah, c'est dommage. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, je le connais depuis longtemps, mais je ne l'ai pas vu. Non. Michel Prat, diplômé en 1981 à l'IBelge de l'Université libre de Bruxelles avec un master d'économie, possède une carrière riche dans le domaine managérial et administratif. Il alternera des postes dans l'administration comme conseiller de vice-premier ministre belge et dans l'industrie, Bull à titre d'exemple. En 1987, il devient le chef du département espace auprès du Premier ministre de Belgique. Il continue sa carrière spatiale en devenant en 1990 responsable du programme de l'International Space Station. Ensuite, en 1993, il est nommé directeur de la stratégie chez Alcatel Espace Belgique, puis chef de cabinet du DG de l'ESA à Bruxelles. Il passe au cabinet de président du Conseil européen. Il reprend du service au sein de l'ESA en 2009, en étant président du comité d'évaluation des appels d'offres sur le changement climatique, et depuis 2015, il est chargé des relations de l'agence avec l'Union européenne. Il a bien du courage. Il est d'autre part membre de plusieurs conseils d'administration. Ses compétences intéresseront les sections 4 et 5, et j'espère qu'il trouvera du temps pour la section 5, où il est le bienvenu. Et Guy Tardieu, France, qui n'est pas là non plus, bon, pour lui. Diplômé de super-héros en 72, option missile, il complète sa formation par des stages en aérodynamique appliquée au Cranfield Institute of Technology de Bradford. En 1973, il entre chez Air France, chargé de l'entretien des Boeing 747. Il devient ensuite adjoint au responsable de la subdivision mécanique de l'escale d'Orly. En 1978, il est détaché d'Air France pour être à Tripoli, le directeur technique de la Leiden Arab Line. Il revient à Air France en 1982, où il écoute divers postes techniques, matériels, managériaux, réseaux, opérations. En 2001, il prend le poste de directeur de cabinet du DG d'Air France KLM et directeur des relations extérieures. Il passe ensuite au poste de directeur de la qualité pour devenir en 2012 délégué général de la Fédération nationale de l'aviation marchande. Bienvenue en section 3. J'ai fini ma tâche. Merci. Nous passons aux membres titulaires et j'appelle le membre et son parrain, c'est-à-dire Daniel Bénadon et son parrain. Michel, oui. Nous accueillons aujourd'hui Daniel Bénadon en tant que membre titulaire de l'Académie. Daniel a accompli une carrière exemplaire de haut fonctionnaire, pour ne pas dire de haut fonctionnaire exemplaire, presque entièrement dédiée à l'aviation civile. Elle a eu à connaître de tous les grands dossiers économiques et politiques de ce secteur depuis plus de 40 ans, et la tâche de les faire aboutir dans différents postes de responsabilité. Elle est ancienne élève du lycée Victor Hugo à Paris, filière scientifique, diplômée de Sciences Po en 1969, titulaire d'une licence et d'un diplôme d'études supérieures et sciences économiques de l'Université de Paris. Elle est admise à l'École nationale d'administration en 1972, promotion Simone Veil, où elle suivra une scolarité dans la voie d'administration économique. Après l'ENA, elle est affectée comme adjointe, puis chef de bureau à la direction des transports aériens de la DGAC,
où elle exerce la tutelle des grandes compagnies aériennes françaises et assume toutes leurs difficultés de l'époque. Entre 1979 et 1982, un passage dans le secteur maritime à la direction de la flotte de commerce et d'équipement naval l'a conduit à faire face également à des crises, celle de la construction navale et son cortège de reconversion, restructuration et mesures sociales. De retour à la DGAC en 1983 comme sous-directeur du transport aérien, elle y occupera successivement les fonctions de chef de service, directeur adjoint, directeur des transports aériens, puis directeur de la régulation économique entre 2005 et 2007. Parmi les nombreux dossiers dont elle a la charge, et je dois en citer un certain nombre, la liste est loin d'être exhaustive, mais citons quand même la fusion entre Air France et UTA, ça paraît déjà assez loin, la libéralisation du transport aérien européen, la recapitalisation d'Air France, la mise en place de la coordination des horaires sur les grands aéroports et la création de l'association COOR, qui était chargée d'opérer et d'exploiter cette coordination des horaires, la mise en place de la réglementation relative aux droits des passagers aériens, la suite des attentats du 11 septembre 2001, la négociation de l'accord aérien entre l'Union européenne et les États-Unis pour ce qui concerne la représentation française, après avoir négocié l'accord aérien entre la France et les États-Unis, la négociation plus généralement des accords aériens avec tous les autres États, la constitution du groupe Air France KLM ainsi que la privatisation d'Air France, la réforme aéroportuaire de 2004-2005 avec la mise en œuvre de la loi de 2005 intégrant notamment la transformation d'ADP en société anonyme et la conclusion d'un contrat de régulation économique entre la nouvelle société et l'État, la mise en œuvre de la décentralisation de 150 aérodromes français et également pour les grands aéroports régionaux comme celui de Toulouse, la mise en place du dispositif de création de sociétés aéroportuaires. Voilà une liste quand même très impressionnante. Et en 2007, Daniel Béladon est nommé inspecteur général d'équipement au Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui à l'époque s'appelait encore le CGPC. En tant que responsable de la mission d'appui international jusqu'à fin 2013, elle a contribué à différents rapports, je ne vais pas les citer pour pas en oublier, et elle a mené des missions de conseil en aviation civile en Syrie, en Tunisie et dans l'ASEAN, et bien d'autres choses encore. Elle a été vice-présidente de l'École nationale d'aviation civile, l'ENAC, membre des conseils de surveillance des aéroports de Lyon et de Nice. Elle a été membre du Conseil supérieur de l'aviation civile et membre du Conseil de surveillance de l'aéroport de Martinique et Aimé-Césaire. Elle est commandeur dans l'Ordre national du mérite, officier de la Légion d'honneur et titulaire de la médaille de l'aéronautique. De plus, c'est important, elle vient d'être nommée membre du Conseil de l'Ordre national du mérite, notamment en même temps qu'Irène Fin, qui est une écrivain bien connu. Elle est mariée à notre confrère Jean-Paul Troadec, elle a une fille prénommée Sophie. Je ne sais pas si elle est là, mais je pense qu'on sera heureux de la rencontrer. Et pour terminer, Daniel va donc continuer d'être membre, de contribuer aux travaux de la section 4, où elle a déjà apporté un travail significatif en tant que correspondante. Donc Daniel, bienvenue. Alors, j'ai deux discours, donc j'ai 3 minutes et 1 minute. Pas clair. 1 minute, bien. Donc, je prends le petit. Donc, merci Michel pour cette présentation qui m'a rappelé un certain nombre de souvenirs professionnels que nous avons en commun, ce que tu n'as pas dit, puisque tu as été DGAC, directeur général de l'aviation civile, lorsque j'étais directeur du transport aérien et directeur de la régulation économique. Donc, comme mon temps de réponse a été réduit, j'ai donc réduit drastiquement mon intervention. Je ne reviendrai donc pas sur l'expérience professionnelle qui est la mienne. Je n'insisterai pas non plus sur le fait que dans un secteur aérien qui a beaucoup évolué, il y a quand même quelques constantes. Je pourrais citer par exemple les problèmes de compétitivité du transport aérien français,
les problèmes récurrents d'une grande compagnie aérienne française, les problèmes de régulation des aéroports qui connaissent une certaine actualité actuellement avec la privatisation prochaine de l'aéroport de Paris. Voilà, je pourrais en citer d'autres. Donc ces constantes permettent de ne pas se sentir déconnecté des préoccupations actuelles et finalement donnent un certain prix à l'expérience de la même. Je me bornerai donc à mentionner qu'à la section 4, je vais m'efforcer, comme je l'ai fait depuis 2 ans maintenant, d'apporter ma contribution dans les domaines que je connais le mieux, donc le transport aérien, des aéroports, la protection des droits des passagers aériens, d'apporter un éclairage plus particulièrement sur les politiques publiques qui sont menées, des politiques qui sont évidemment essentiellement européennes aujourd'hui, un éclairage aussi à l'occasion sur d'éventuels arrêts de la Cour européenne, de la Cour de justice de l'Union européenne, car dans le secteur aérien, la Cour de justice a eu au fil des années un rôle décisif et a impulsé de nouvelles politiques, que ce soit par exemple pour le marché intérieur du transport aérien ou un peu plus récemment pour la communautarisation progressive des relations aériennes avec les pays tiers. Voilà, n'ayant pas plus de temps à vous donner, je ne vous dirai pas, mais je vous dirai quand même que je suis très honoré de cette élection et je vous remercie. J'appelle maintenant Jean-Pierre Dusurget et son parrain. J'ai perdu le parrain. Ah, le voilà. Bonjour à toutes et à tous, je me suis salué ce matin. Mon ami Jean-Pierre Dusurget, si je devais le définir en 3 mots, ce serait la passion du vol. Jugez-en plutôt. Dès 18 ans, il prépare sa licence de pilote professionnel et son brevet de pilote de ligne théorique à l'Institut aéronautique Amaury de Lagrange. En 80 et 81, il y donne des cours tout en faisant du remorquage de planeur. En 82, il est pilote de brousse aux Zaïre sur bimoteur Islander pour le compte du Haut Comité pour les réfugiés des Nations Unies. Les photos arrivent, c'est bien. De 83 à 89, il est instructeur en aviation légère. 84 à 86, c'est l'aviation d'affaires chez Uniair. En 86, il commence une carrière à Air France comme officier pilote de ligne sur le réseau moyen courrier avec le Boeing 737, puis sur long courrier avec le Boeing 747. En 94, il est commandant de bord et il revient sur 737. Enfin, depuis 2004, il est commandant de bord sur Boeing 777. Il a dépassé les 25 000 heures de vol avec toujours le même enthousiasme. En outre, il s'est impliqué dans la revue ICAR, commençant par une aide ponctuelle puis continue auprès de notre ex-confrère François Rude. Il en a repris le flambeau à la disparition de ce dernier. Depuis 2014, il en est le rédacteur en chef, lui donnant un nouvel élan. Les thèmes sont militaires et civils. Et je ne saurais trop vous recommander les 2 derniers numéros, enfin les 2 numéros récents sur les îles éparses, ces territoires d'outre-mer de l'océan Indien, quasiment inconnus de nos compatriotes. Il y consacre énormément de temps. Il n'est pas rare qu'un retour de long courrier à Charles de Gaulle ne le voit pas passer par les bureaux de la revue à Roissy pour la préparation du numéro à venir. Toujours en activité,
Il participe déjà d'une manière significative aux travaux de la section 5. Il sera donné toute sa mesure d'ici quelques années, quand il sera contraint d'abandonner son cher Boeing 777. Par ailleurs, c'est un ami fidèle qui ne manque pas d'un certain humour que nous avons pu apprécier lors de ce repas de midi. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, merci. Je suis très honoré d'avoir été élu parmi vous titulaire, en particulier de la section 5. Comme je remercie également le général de Sassy pour avoir retracé mon parcours. Je suis donc navigant civil dans pour reprendre l'expression, dans une grande compagnie aérienne française, ce depuis 33 ans. Et je me qualifierais effectivement de passionné d'aéronautique, une passion qui est quelque peu envahissante, dans la mesure où je me consacre à ICAR pour quasiment tous mes jours hors, entre guillemets, Air France. Voilà. Ce que je me propose d'apporter à l'Académie, c'est de continuer cette aventure ICAR et de continuer également à faire rayonner les ailes françaises, à la fois civiles et militaires. Je vous remercie de votre attention. J'ai le plaisir de présenter mon ami Blodeck Kaufmann comme nouveau membre titulaire. Il est directeur de recherche et mérite au CNRS. Il exerce son activité à Grenoble. Il est polonais d'origine et naturalisé français. Il a effectué ses études à Varsovie jusqu'à la licence et ensuite rejoint l'université Joseph Fournier à Grenoble, où il a obtenu les diplômes de docteur ingénieur et docteur ès sciences en géophysique. Il s'est intéressé au traitement du signal au LETI à Grenoble et ensuite a appliqué ses connaissances au traitement du signal appliqué à la géophysique externe. Et donc il s'est intéressé à la physique de la mesure et de l'étude de l'environnement, également en planétologie. Après avoir été directeur adjoint de l'Observatoire de Grenoble de 90 et 99, il a créé le laboratoire de planétologie de Grenoble. Il a dirigé de 99 à 2006. Alors je voudrais signaler que cette année, l'Académie des sciences m'a décerné le prix André Lallemand pour ses découvertes à la fois sur Mars et sur la comète Chury avec la mission Rosetta, pour la comète Chury, puisque c'est un spécialiste des radars à basse fréquence qui permet de déterminer les propriétés physiques du sous-sol de ces objets. Et en particulier, il est investigateur principal du radar Concert à bord de la mission Rosetta. Cet instrument est également en étroite collaboration avec mon laboratoire le LATMOS. Ce radar révolutionnaire a permis d'effectuer la tomographie du noyau de la comète de Chury, à la fois pendant la descente de la petite sonde Philae qui s'est posée sur le noyau, également pendant une soixantaine d'heures sur la comète elle-même. Il est auteur de plus de 150 publications dans des revues internationales à comité de lecture, membre honoraire de la Royal Astronomical Society depuis 2010, et il a un astéroïde, le numéro 13368, qui porte son nom, donc il est aussi dans l'espace. Il est professeur invité au Centre de recherche spatiale de l'Académie polonaise à Varsovie et Distinguished Visiting Scientist au Jet Propulsion Laboratory en Californie. Il est chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur et en tant que membre correspondant depuis 2014 de la section 1, il participe déjà activement aux travaux de notre section et s'est impliqué également sur l'exploration planétaire. Et je pense que
ça nous laisse en tant que titulaire lui permettre encore plus il va nous l'expliquer, encore plus de participer à ces travaux de notre section. Bonjour, on m'a dit 1 minute, on m'a écrit pas. Donc Madame la Présidente, chers consoeurs, chers confrères, tout d'abord je voudrais vous remercier de votre élection de membre titulaire de notre académie à laquelle je suis très heureux d'appartenir. Voilà, qu'est-ce que je compte faire à l'académie? Je suis scientifique, donc évidemment je vais m'impliquer sur l'utilisation de l'espace pour des objectifs scientifiques. C'est un des objectifs de l'académie, je crois. Donc voilà. Deuxièmement, en section 1, je voudrais participer surtout dans la diffusion des connaissances, l'organisation des colloques et les publications. Voilà. C'est ce que je propose. Merci. Michel Mandel et son aura. Bien, chère présidente, chers collègues, mesdames, messieurs, Michel Mandel est déjà bien connu des membres de l'Académie puisqu'ils l'ont élu correspondant en 2016. Ce confrère, qui nous vient de Belgique, participe depuis lors aux travaux de la section d'histoire, lettres et arts de notre compagnie avec assez d'assiduité et de talent pour que nous ayons souhaité en faire un membre titulaire. Rappelons qu'il est lieutenant général aviateur. Ce grade, équivalent chez nous de celui de général d'armée aérienne, est le plus élevé de la force aérienne belge, dont il fut le chef d'état-major de 2000 à 2002. Avant cela, le général Mandel avait été aide de camp de Sa Majesté le roi des Belges, ayant derrière lui une carrière d'officier et de pilote, commencée en 1963 à l'âge de 19 ans. Pilote de chasse et pilote de transport, Michel Mandel a volé sur tous les types d'avions de la force aérienne, 35 en tout, depuis les monoplaces F-84F, Mirage 5 et F-16 jusqu'au quadrimoteur C-130. Breveté d'état-major à l'Institut Royal Supérieur de Défense, où il fut aussi professeur, il a commandé l'escadrille de chasse sur F-16, l'entraînement et le support de la force aérienne, le centre d'opération de la deuxième attaque, la force aérienne tactique belge. C'est à ce titre qu'il a participé comme pilote de C-130 aux opérations de l'OTAN au Kosovo et en Yougoslavie. Il avait également tenu en état-major les importantes fonctions qui le préparaient à son poste de chef de l'aviation militaire de Belgique. Michel Mandel est donc un personnage et une personnalité, honoré de prestigieuses distinctions, grand officier de l'Ordre de la Couronne en Belgique, commandeur de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national du mérite en France, commandeur de la Legion of Merit aux États-Unis. Mais ce qui l'a conduit à l'Académie de l'air et de l'espace, ce sont ses compétences en histoire de l'aéronautique. Il est en effet l'auteur de plusieurs ouvrages de l'espèce, notamment des biographies d'aviateurs belges et étrangers, des livres de culture technique, ainsi qu'une remarquable histoire naturellement bilingue des mirages belges. On ne s'étonnera pas non plus qu'il soit membre de la Société royale des vieilles tiges de l'aviation belge, dont il fut président de 2007 à 2013. Le général Mandel réunit ainsi les qualifications les plus convenables pour apporter une précieuse collaboration européenne à la section d'histoire, lettres et arts de notre Académie de l'air et de l'espace. Michel, soyez le bienvenu chez les Français. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, avec un arrière-grand-père autrichien à l'époque de l'Empire austro-hongrois, un grand-père tchécoslovaque
après la Première Guerre mondiale, des parents belges néerlandophones et une enfance passée en Allemagne, comment ne pas être européen? Européen avec toujours un regard tourné vers la France. Cette France que nous visiterons en famille, que je traverserai à vélo pour me rendre en Corse avec une dizaine d'aviateurs. Cette Corse où j'ai passé près de 2 ans lors de campagnes de tir et autres exercices de survie. J'ai certainement côtoyé le général Robineau dans les années 60. Le général Robineau, que je tiens évidemment à remercier très chaleureusement, ainsi que M. François Aubry, l'actuel président de la section, pour avoir soutenu ma titularisation à l'Académie. Au cours de ma carrière, comme le past président vient de le rappeler, j'ai entretenu les meilleures relations avec l'armée de l'air. D'abord avec le général Brun, mon homologue français. Nous lancerons l'idée d'une collaboration en matière de formation pilote. On verra le jour quelques années plus tard. Ensuite, avec le général Perron, commandant de la FATAC, nous intensifierons la coopération opérationnelle de nos chasseurs. Avec le général Creuset, commandant de la force de projection, nous élaborerons des projets de mise en commun de nos moyens de transport. Cela se concrétisera. Enfin, avec les chefs d'état-major de l'armée de l'air, les généraux Ranou et Job, nous essaierons d'améliorer la collaboration européenne. Qu'il me soit également permis de remercier mes 2 amis belges de la section, Guy Wiesler et Patrick Anspach, qui ont proposé ma candidature à la section 5. Quant à ma contribution à l'Académie, je ne sais si je pourrais y apporter grand-chose. Un fait est certain, au sein de la section, je glane pas mal d'idées qui deviennent autant de projets lorsque je les présente aux Vieilles Tiges de Belgique. Je veille ainsi au rayonnement de l'Académie. Comme d'autres l'ont dit avant moi, je donnerai peu, mais ce sera d'un cœur sincère et en conformité avec notre devise nationale, l'union fait la force. Encore un grand merci pour cette titularisation et longue vie à l'Académie. J'accueille maintenant Marc Kircher comme nouveau membre titulaire de l'Académie à la section 1, dont il est déjà membre correspondant depuis 2014. Marc Kircher est docteur ingénieur, diplômé de l'ENSICA, de l'University of Stanford et de Super. Il débute comme ingénieur de recherche en automatique au CERT, Centre d'études de recherche de Toulouse, de l'ONERA, mais l'espace l'appelle. Il y fera d'ailleurs tout son parcours professionnel, principalement au CNES, au Centre spatial de Toulouse, où il entre en 1980. Il y exerce d'abord diverses fonctions et des responsabilités techniques dans les projets d'observation de la Terre. D'abord SPOT, sous le contrôle d'altitude et d'orbite de Spotin, puis comme responsable satellite et de l'architecture d'ensemble du système de reconnaissance Héliosin, mené par le CNES pour le compte de la DGA, en coopération avec l'Italie et l'Espagne. Puis il s'occupe de projets scientifiques pendant 2 ans, avant d'être nommé en 1998 à la direction des systèmes orbitaux, toujours au Centre spatial de Toulouse. Après un bref passage d'1 an comme directeur des lanceurs du CNES, c'était court, Marc Kircher va dans l'industrie en 2004 chez Alcatel Espace comme Chief Technical Officer. À ce titre, il découvre le secteur industriel de l'espace et il s'occupe principalement des satellites de télécommunications géostationnaires, la plupart à l'export. Et donc, je crois qu'il participe à près de 20 lancements
sur tous les champs de tir du monde entier pour lancer des satellites fabriqués donc par APT Espace. Fin 2007, il revient au PS, cette fois-ci comme directeur du Centre spatial de Toulouse, poste qu'il occupe jusqu'à sa retraite en 2016. De 2008 à 2017, Marc Richer a été le secrétaire général et président du comité de labellisation du pôle de compétitivité Aerospace Valley. Et je pense que c'est à ce titre que beaucoup le connaissent. Même à la retraite, Marc Richer continue à être très actif puisqu'il préside actuellement le groupement d'intérêt public du Cancéropole du Grand Sud-Ouest. Comme quoi, l'espace mène à tout. Marc Richer est officier de l'Ordre de la Légion d'honneur et de l'Ordre du Mérite. Il est aussi membre de l'Académie des technologies. Comme membre correspondant, Marc Richer a déjà été très actif au sein de l'Académie, puisqu'il a organisé l'an dernier, donc en 2017, le colloque « Le climat a besoin d'espace ». Et également comme conférencier, il a prononcé une conférence à la bibliothèque de Toulouse. Y a-t-il un plan B pour la Terre? Je crois que la réponse était non. C'est bon souvenir. Néanmoins, donc, je pense que Marc est bienvenu au sein de la section 1. Nous comptons sur lui pour continuer à participer à nos travaux et, dans la mesure de sa disponibilité, à animer également ces travaux. Merci. En avance, hein. Chère présidente, chère Anna et chers consoeurs, chers confrères, écoutez, c'est un honneur d'être membre titulaire de cette superbe académie. Alors la section 1 m'a presque surpris. Vous avez vu mon parcours, j'étais un peu chef de projet, j'étais en relation beaucoup avec la défense au début, donc je connaissais le monde de la défense. Puis après j'ai connu le monde de la science. Et on a fait, quand on s'occupe de satellites, eh bien, on travaille pour le monde scientifique. Et donc, on a fait des instruments pour beaucoup de scientifiques, à la fois ceux qui regardent la Terre, puis ceux qui regardent les étoiles, ceux qui vont sur les planètes. Et c'est à ce titre-là, peut-être qu'ils ont cru que j'étais un scientifique. Je ne suis pas un scientifique. Mais j'aime bien travailler avec les scientifiques, et j'aime bien essayer de comprendre leurs problématiques et trouver des solutions. Et c'est ce qu'on a fait pendant des années. Et c'est une chance inouïe, et je reconnais que nous sommes ici nombreux à avoir eu cette chance de faire 40 ans de carrière dans le spatial, une aventure humaine qui est plus jeune que beaucoup d'entre nous, puisque nous avons le premier Sputnik en 1957, donc c'est une aventure très jeune, et il y a encore beaucoup de choses à faire, et on l'a construit, et donc ça a été fabuleux, et c'est à faire transmettre aux autres, et c'est aussi à partager, et je pense que c'est important que les mondes de l'Académie, à la fois pour la formation des jeunes, à la fois dans le monde scientifique d'aujourd'hui, qui est des fois un petit peu mal compris, y compris par le monde politique. Donc je pense que l'Académie a des choses à faire à ce niveau-là. Et merci encore pour cette élection. Bonjour à tous. Alors si je devais résumer en une phrase le parcours de Gérard Ferron, je dirais que petit, il est tombé dans le chaudron des moteurs d'avion et qu'il n'a pas su le quitter. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail. Gérard est diplômé de l'École nationale supérieure des arts et métiers et de l'École supérieure des techniques aérospatiales. En 1972, il rentre chez les Aérospatiales dans les départements aérodynamique et performance du bureau d'études de la division avion, dont il devient le chef de service des performances et des ensembles propulsifs. Il a travaillé successivement sur les programmes Concorde, retenez-le parce qu'on va y revenir vers la fin, l'A300, l'A310, l'A320, ATR-42, ATR-72, des avions dont Aérospatiale avait la charge pour les ensembles propulsifs.
En ayant en vis-à-vis les fabricants des moteurs que nous connaissons, Rolls-Royce, General Electric, Pratt & Whitney, CFM International, IAE, Pratt & Whitney Canada. En résumé, tous les grands motoristes du monde occidental. Vous voyez, donc un parcours technique de fond sur les moteurs. De par ses connaissances, il a été choisi pour être détaché au GIE Airbus Industrie en 1990 pour s'occuper de l'achat des moteurs, dont le GIE avec la charge, sous l'aspect technique. Donc il devient chef du département des ensembles propulsifs de centrale, ce qu'on appelait le centrale entité. Il est responsable de la coordination des activités d'intégration des systèmes propulsifs effectuées dans le détail par l'aérospatiale, de l'établissement de la partie technique des contrats moteurs, des garanties faites aux compagnies aériennes relatives au bruit externe et interne, et également, ce qui n'est pas négligeable, de la détérioration des performances des avions en service. À la création de l'ADS, en 2001, il est nommé à l'ingénierie responsable du centre de compétences des motorisations d'Airbus sur la partie division avion civil. Donc son département comprenait près de 300 ingénieurs couvrant toutes les activités techniques, depuis la recherche jusqu'au suivi en service, y compris le développement, et en plus, bien entendu, les aspects contractuels que je viens de citer, que l'ensemble avait repris. Avant son départ à la retraite, en 2009, Gérard a pu participer au lancement de la 350 XWB et de la 320 Neo en donnant les orientations de choix des moteurs. Depuis, il est consultant, il a travaillé pour Airbus, quelle surprise, Airbus Militare, Pratt & Whitney, Snecma, Embraer. À l'intérieur d'Airbus, il a été nommé Executive Expert, qui est le plus haut niveau d'expertise que l'on puisse avoir dans la société donc Airbus, ainsi que Aircraft Architect. Donc on verra que déjà il a une capacité, donc une intégration, donc de l'intégration des moteurs sur l'ensemble de l'avion. Il a reçu la médaille de l'aéronautique en 2008. Élu correspondant de l'Académie en 2012, Gérard a fortement contribué aux travaux de la commission d'aéronautique civile, se spécialisant dans ces domaines de prédilection que sont les sources d'énergie du futur, les nouvelles motorisations, bien entendu, et les effets de l'aviation sur l'environnement. Alors plus personnellement, et je vais être un peu franc, ce qui caractérise Gérard, c'est sa rapidité de jugement qu'il faut parfois tempérer pour éviter des incompréhensions. Associé à une solide connaissance de fond grâce à un travail acharné. Il faut toujours l'écouter, même s'il peut parfois déranger, car ce qu'il dit dans son domaine est toujours juste. L'Académie a besoin de ce genre de profil pour lui permettre d'émettre des opinions avisées. Je citerai comme exemple récent la réflexion prise en charge par Gérard sur la faisabilité technique d'avions de transport supersonique, annoncée ces derniers temps à grands coups de publicité. Gérard, remontant à l'expérience Concorde, donc, a effectué un travail remarquable dont les résultats font référence et sont déjà utilisés par les grands constructeurs d'avions. Inutile pour moi de les citer. Ces travaux feront l'objet d'une prochaine publication de l'Académie. Gérard, l'Académie est heureuse de pouvoir te compter parmi les siens. Surtout, garde ta vigilance intacte pour l'aider à construire et tout de même, essaye de tempérer un peu pour permettre à ce membre de te suivre. Mesdames, Messieurs, d'abord je suis très honoré et heureux d'être membre de cette assemblée, d'y rejoindre des personnes que j'ai admirées durant mes études et ma vie professionnelle. On va citer deux, Philippe Poisson-Quinton, qui à l'époque nous vantait l'hypersonique, et Jean-Claude Vanner, que vous connaissez tous. Et
c'est ce qui étaient mes professeurs à l'ESTAE, et ensuite, bien sûr, c'était une personne que j'ai rencontrée dans la vie professionnelle. Donc, pendant mes 37 ans de carrière à l'aérospatiale Airbus, j'ai participé au développement de tous les avions qui ont décollé de Toulouse, depuis Concorde jusqu'au préétude de la Assemblée de Lyon. Cette trajectoire partagée depuis, avec 5 motoristes pour l'installation de 22 types d'avions sur 6 familles, 22 types de moteurs sur 6 familles d'avions m'a permis d'acquérir une bonne connaissance non seulement de l'ensemble propulsif mais aussi des avions. Je compte utiliser cette expérience dans le cadre des activités de l'Académie de l'air et de l'espace et participer à la réflexion sur le futur de l'aviation en essayant d'imaginer la propulsion du futur et en analysant les propositions nouvelles ou pas, celles qu'on retrouve souvent dans les journaux, mais c'est autre chose. Ceci devrait aider à établir des avis et promouvoir des projets ambitieux qui seront malgré tout soumis, il s'agit bien, aux lois de la physique, qui sont immuables, surtout celles qui sont appliquées à l'aéronautique. En résumé, mon objectif, c'est d'anticiper les progrès possibles tout en jugeant de la faisabilité technique des divers projets, en les inscrivant dans un bilan énergétique et environnement global. Et surtout, ne pas oublier que toute innovation demande beaucoup de temps avant d'entrer en service. Vous avez derrière vous un exemple, il a fallu 30 ans entre la première idée de moteur avec réducteur, entre la première idée et l'entrée en service récemment. C'est un exemple parmi d'autres. Madame la Présidente, chère Anne-Marie, chers consoeurs et chers confrères, j'ai le plaisir de vous présenter rapidement notre nouveau confrère, membre titulaire, Ove Bergermark, général Ove Bergermark, qui est suédois. Ove Bergermark est né en 1951, il est entré en 1973 dans l'armée de l'air suédoise, où il a fait une grande partie de sa carrière, et donc il a été commandant en second de 1998 à 2001. Il a été en particulier représentant militaire adjoint auprès du comité militaire de l'Union européenne à Bruxelles en 2000 et 2001. Ove Bergermark est général de brigade dans la réserve active depuis 2002. J'ajouterais même qu'en plus il est aide de camp du roi de Suède. Mais Ove, tu me dois une explication, qu'est-ce que ça veut dire réellement d'être tête de camp du roi de Suède aujourd'hui? On verra ça en tête à tête. Après son départ de l'armée de l'air suédoise, Ove Bergermark a occupé des fonctions très élevées à la direction de la société SAAB. Elle portait dans un premier temps sur la promotion de l'avion de combat Gripen sur les marchés export, puis comme chef de cabinet et conseiller du président directeur général du groupe SAAB depuis 2009 jusqu'à 2016. Et enfin, dernièrement, conseiller spécial du président jusqu'à son départ à la retraite le 1er octobre de 2018, c'est-à-dire très récemment. Ove Bergermark connaît bien la France, puisqu'il a passé 2 années complètes à l'école de guerre en 1982 et 1983. Ove Bergermark est aussi membre de l'Académie suédoise, royale suédoise des sciences de la guerre, la Krigsvetenskapsakademien, et membre du conseil d'administration du Swedish Indian Business Council. Ove Bergermark, évidemment, a pas mal de décorations
du Royaume de Suède, mais je vais me contenter de citer celle de la République française, qu'il a tenu à le distinguer, puisqu'il est chevalier de la Légion d'honneur et chevalier de l'Ordre national du mérite. Robert Vandermark est correspondant de l'Académie depuis 2016, il est rattaché à la section 3 et il participe activement aux activités de la Commission Défense que j'ai l'honneur de présider. J'ai pu constater combien sa présence et sa participation active est précieuse aux travaux de la Commission. On veut bienvenue au sein de l'Académie. Madame la Présidente, chers consoeurs, chers confrères, comme nous sommes à Toulouse, je vais utiliser une minute de toulousienne pour continuer. Voilà. Merci beaucoup pour votre introduction très positive, Gérard. Et merci à vous tous de m'accepter comme membre titulaire de notre noble académie. Dès 1er octobre, je suis un homme libre. J'ai pris ma retraite. Mais j'amène avec moi, au profit de notre académie, 50 ans d'expérience dans l'armée de l'air royale suédoise. Commencé dans un poste d'observation air en pleine forêt en Suède, devenu un contrôleur de défense aérienne, mon domaine d'expertise dans l'armée de l'air, dans les grandes montagnes au nord de la Suède. Et j'ai terminé ma carrière militaire active comme commandant second et major général de notre force aérienne. Une force aérienne qui est l'expert de faire face aux forces militaires russes en temps de guerre, mais aussi participer dans les opérations internationales en temps de paix et crise. Comme frère Gérard a dit, je suis formé à l'école militaire à Paris avec notre confrère le général de Sassy. Merci pour votre soutien dans les années. J'étais pour la section 3, j'étais chef de bureau sélection de tous les pilotes militaires et civils en Suède pendant des années. Après, j'ai devenu chef de CIRPA Air et après CIRPA Armée, ça veut dire relations presse, médias, relations publiques, recrutement, etc. En Bruxelles, j'étais le responsable d'établir toutes les infrastructures militaires dans l'Union européenne. Mes dernières 12 années, j'ai pris des postes importants dans la société privée Saab, avec le Gripen et le missile Météor, le meilleur outil de défense aérienne. Nous avons aussi des sous-marins, les AWACS et récemment l'entraîneur avec Boeing, le TX. J'étais conseiller militaire à ça, j'étais directeur de communication du CIRPA Saab et chef de cabinet restreint de PDG. Finalement, encore une fois, merci beaucoup pour la confiance que vous m'avez apportée en m'accepter comme membre titulaire de notre académie. Merci beaucoup. Maintenant, j'appelle Pascal Ehrenfreud, je lui demande de venir se joindre à moi. Parce que nous allons maintenant vous présenter notre nouveau membre d'honneur, et c'est pour moi une grande fierté et un grand plaisir d'accueillir en tant que membre d'honneur de l'Académie dans cette salle des illustres Pascal Ehrenfreud. Pourquoi? Parce que nous nous sommes déjà croisés dans des instances scientifiques et techniques, comme le COSPAR ou l'IRF, et j'ai pu admirer ses multiples talents. Autrichienne, vous avez un parcours universitaire impressionnant.
car diplômé de plusieurs universités, vous êtes diplômé de Vienne, en Autriche, de Paris, en France, de Leyde, aux Pays-Bas, et vous enseignez à Washington, d'ici. Bon. Vous avez aussi enseigné à Nîmes, à Leyde, à Amsterdam, et vous avez dirigé le laboratoire d'astrobiologie de Leyde. Alors, c'est pas encore une deuxième ou une première aujourd'hui, puisque nous avons eu notre première géographe. Aujourd'hui, nous avons notre première astrobiologiste. Alors, vous remarquerez que c'est par les femmes que nous avons l'innovation. Hein, et on finit à rien penser dans... Bon. Mais vous n'avez pas fait que de l'astrobiologie, parce que vous avez aussi apporté des contributions importantes dans la chimie interstellaire et la détection des molécules dans l'univers. Vous avez aussi participé à plusieurs missions spatiales de la NASA et de l'ESA comme chercheur principal ou comme co-investigateur. Je vais citer quelques exemples que certains, je ne vais pas dire tous les sigles, mais beaucoup connaissent les noms. Il y a ISO, il y a Cassini-Huygens, il y a Rosetta, Smart One, ExoMars. Et j'ai dû en oublier encore. Complétant votre formation par un diplôme de management, vous donnez des cours de politique spatiale aux États-Unis. Et vous devenez en 2013 la première femme présidente du Fonds autrichien pour la promotion de la recherche scientifique. Puis, en 2015, encore une première, vous êtes la première femme à présider le conseil du Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, que tout le monde connaît sous le nom de DLR, ajoutant l'aéronautique dans votre domaine. Vous avez un point commun avec certains membres de la section 1, car vous avez bénéficié d'une chose qui est très recherchée auprès des scientifiques. Vous avez aussi donné votre nom à une astéroïde. Alors j'ai même noté le numéro, le 9826. Et vous avez associé en commun avec plusieurs membres de la section. Donc je sais que, en plus, que vous pourrez compter sur nous pour qu'on accroisse encore ce côté européen de l'Académie, parce qu'on sera encore plus fort et plus visible lorsqu'on aura cette vision européenne des choses, et je sais que nous pouvons compter sur vous. Vous nous avez déjà également aidé dans un colloque que nous avons fait, qui était le climat a besoin d'espace. Donc merci pour votre aide que vous nous avez déjà apporté, et merci pour venir nous rejoindre à l'Académie et avoir accepté. Merci, merci Pascal. Madame la Présidente, mes chers consoeurs et confrères, Mesdames et Messieurs, le rôle de l'Académie et de l'ère de l'espace en train de promouvoir le développement des activités scientifiques, techniques, économiques et culturelles dans le domaine de l'air et de l'espace en France. Je suis très heureuse d'être parmi eux pour cet après-midi et d'avoir la possibilité de vous présenter un peu le DLR. Le DLR poursuit en Allemagne le développement de ses activités de recherche et technologie dans le domaine de l'aéronautique, l'espace, mais aussi l'énergie, de la sécurité et des transports. Et le DLR est le plus grand centre de recherche dans le domaine aérospatial en Europe, avec par exemple la plus grande flotte d'avions de recherche en Europe, avec 12 avions et 2 hélicoptères. Nos propres satellites aussi, des observations de la Terre ou des démonstrations technologiques. Environ 8600 personnes travaillent au sein de DLR, et nous accueillons aussi tous les ans presque 450 visiting scientists, dont les nombreuses françaises et français. Et nous avons une très longue collaboration avec la France et les acteurs de la recherche en France. Ce partenariat est plus important en Europe, et surtout aussi la coopération avec la CNES, la ONERA et des acteurs industriels, mais aussi avec les centres de recherche et des universités françaises. Mesdames et Messieurs, pour conclure, je tiens à indiquer que je suis vraiment extrêmement honorée d'être reçue en tant que membre d'honneur au sein de l'Académie de l'air et de l'espace française. Et cet honneur
mais va droit au cœur et démontre aussi l'importance que l'Académie apporte à la coopération européenne et internationale, et en particulier à la coopération franco-allemande. Cette coopération est le moteur dans l'Europe d'aujourd'hui dans les domaines scientifiques, techniques, économiques et aussi culturels et du secteur aéronautique et spatial. Et je souhaite participer à cette internationalisation de l'Académie et à la promotion de ses travaux et son rayonnement. Je suis aussi très heureuse de vous accueillir en DLA en 2019. Oui, c'est, je crois, en mars-avril, oui. Encore une fois, merci d'être reçu en tant que membre honneur au sein de l'Académie des Airs et de l'Espace française. Merci beaucoup. Je vais demander à tous les membres titulaires de remonter pour une photographie avec Pascal Evan-Freud chez nous. Thank you.